Donc, je suis Christian-Marie Calix, donc je suis le petit-fils du créateur, Henri-Marie Calix, qui est mort en 92, avril 92. Je vais vous expliquer le barrage. Vous avez la rivière Petite Lézarde qui traversait dans le temps à ce niveau-là. Donc mon grand-père a fait un barrage de façon à capter l'eau pour l'emmener vers lui, c'est-à-dire vers un chantier qu'il pensait faire. Ici vous avez une trappe, c'est-à-dire en hiver, il l'ouvrait pour pouvoir nettoyer le lit de la rivière et avoir plus d'eau. Parce qu'en été, le fait que le volume d'eau baissait, donc si ça tournait toute la journée, il n'y avait pas assez d'eau. Donc il était obligé d'entraîner le moulin avec un moteur à essence ou à pétrole qu'il avait dans le temps. Ici, il y avait une trappe. Là, c'était pour vidanger. Et un peu plus bas, au milieu, il y avait une autre trappe pour le trop-plein. Donc ici, vous avez une roue à aube qui permet, quand vous avez libéré l'eau, qui tombe dans des poches, selon la pression de l'eau ou la vitesse de l'eau, vous avez la vitesse aussi de rotation des roues, puisqu'il y a plusieurs roues. Alors ici, il avait un moulin à canne, entraîné par cette roue et une cour. Et ensuite, il mettait la canne ici et il avait un système de récupération de jus de canne, qui ensuite il transférait là-bas à l'aide des bacs qu'il avait fait pour faire du sirop de canne. Il pouvait faire aussi du jus de canne et garder pour la consommation ou la vente. Une racine passait par la râpe, entraînée toujours par des poulies, de l'eau, etc. Et surtout une corde croisée. Parce que le sens de rotation du moulin ne permettait pas de se mettre ici et d'appuyer pour pouvoir râper dans ce sens-là. Donc il fallait croiser la corde pour que le moulin puisse tourner dans ce sens-là. La râpe était faite à l'aide de tôle et percée dans un sens très précis. Il montait ça sur le morceau de bois un peu arrondi. Il n'avait pas de système de soudure, d'accord? Il perçait ça et ici il mettait des tiges pour tenir pour que ça ne tourne pas. Comme vous avez vu, il y a cette fente ici. Donc c'est un pied de manioc, ça c'est vraiment avec nettoyé, vous avez vu? Nettoyé comme ça, râpé, pressé et mis dans la platine. La farine était pressée à l'aide d'une raille qui appuyait avec des planches sur la farine qui était mise dans un sac attaché en plusieurs façons par une corde pour empêcher que ça s'éclate. Et il mettait du poids et de l'eau dans un fût de 100 litres et il ajoutait du poids au fur et à mesure que la farine commençait à sécher. Et quand il l'enlevait, c'était comme une pierre. Et après on cassait un morceau et on passait sur un truc qui s'appelait une pastille, hein, pour faire par lui-même, hein, avec des trous de la tôle, entouré de tôle aussi. Et les gens qui faisaient la farine brassaient pour pouvoir récupérer la farine un peu déjà pré-séchée pour le mettre là, ensuite transférer là. Donc il avait son système très intelligemment créé. Cette platine, il faisait pré-sécher et cette platine séchée. Il mettait le feu en dessous. Les deux platines entraînées toujours par un système de brassage mécanique. Hein. Et quand c'était séché, bon, cette trappe était ouverte et il prélevait la farine. C'est un système d'engrenage qui se trouve dans cette petite rampe et à l'aide toujours de la roue à aube entraînée par des poulies, des roues et l'eau, hein, surtout, eh bien, ce moulin était entraîné et brassait la farine de façon à ce que la farine était équitablement séchée. Voilà, le système c'était ça. Et cet homme s'appelait Érimée. C'est un homme que mon grand-père avait fait de ses mains, hein, c'était son invention.
Et là, il y avait un système de pression où il avait fait des petits sabots en bois. Massilili, c'était le petit dans le système de pré-séchage. Et Érimé, c'était la finition, donc c'était le système de séchage définitif. Donc deux têtes d'hommes hein, qui historiquement existaient. Hein. Massilili, je ne l'ai pas connu, mais par contre Érimé, je l'ai connu, qui habitait dans le temps dans une petite maisonnette près de la croix à l'entrée de chez mon grand-père. Voilà. Comme vous avez vu, hein, tout est un peu abandonné, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. On rassemblait du bois, quel que soit le bois, pour pouvoir mettre le feu et alimenter avec du bois pour pouvoir chauffer les platines. Qu'est-ce qu'on appelle platine? On disait platine, mais platine, c'était une feuille de tôle assez épaisse, hein, qui contenait la chaleur, mais qui ne brûlait pas la farine. Dans le temps, c'était en cas farine, c'était la moitié d'un kilo. C'est ce que mon grand-père l'appelait. Pour faire à peu près 40 quarts de farine, il fallait à peu près une journée. D'accord? Le temps de râper, de nettoyer, les racines appelées manioc brut, de laver, de râper, de presser, de passer, de mettre dans la platine et de récupérer. Il pouvait passer de 6 h du matin jusqu'à 19 h, mais des fois toute la nuit. Tout a été rénové à partir de 81, 82, 83. Mon grand-père et moi, j'étais toujours avec lui dans toutes ces machines, mais tout a été rénové. Donc tout ce qui reste aujourd'hui, par exemple la roue à robe, n'a pas été la roue à robe d'antan. C'était une roue à robe où il perçait à l'aide de burins et de pointeaux. Donc l'histoire, je connais un petit peu. Je ne suis pas très vieux, mais je me suis mêlé avec mon grand-père dès mon jeune âge. Donc jusqu'à l'âge de 25 ans à peu près que nous nous sommes séparés, puisque après un accident, j'ai dû me rendre sur la métropole. Et il est mort en 92 et je suis parti en métropole en 87. Cette scie-là était entraînée toujours par la roue à robe à l'aide de plusieurs roues, hein, et ensuite une corde qui permettait de scier des troncs d'arbres pour faire soit des poteaux ou des planches. À l'aide de ces poulies toujours, il faisait les poteaux. Là, vous avez un tour entraîné par une boîte de vitesse de 2 chevaux et toujours entraîné par la roue à robe. Hein. Et avec ses ciseaux, ses outils, il dessinait selon le modèle qu'on lui demandait. Donc vous avez un point mort, c'est ici, et en vitesse, vous avez ici. Et il avait plusieurs vitesses. Ça a de l'importance, ça je l'ai fait avec lui. Alors ça c'est une perceuse, entraînée toujours par cette roue, à l'aide d'une corde, toujours croisée. Et ça venait dans ce sens-là. C'est une perceuse avec une manche. Et ça, c'est un système de pression qui, vissé dessus, ça permettait de presser les trucs qu'il perçait. D'accord? C'est une perceuse qu'il a fabriquée lui-même, en récupération d'un pont de camion. Mon grand-père prenait une planche. À l'aide de cette manche, il prenait sa dimension. Alors, il taillait un fond. Alors vous avez ça, un petit rond, 2 et 3. Pour avoir ensuite un tabouret dans ce sens, c'est-à-dire le plus petit ici, le moyen ici, le plus grand qui sert de repose-pied. Avec cette planche, il avait une manière de tailler, comme je vous ai dit, hein. C'était sans règle, hein, sans rien. Avec son crayon, il taillait 4 morceaux comme ça. Il le faisait comme ça. Pas de temps de règle, puisque après, c'était réglé avec le système de raboutage. Scié dans le sens, hein, la hauteur. Et il avait les 4 pattes. Et les trucs tournaient. Voilà. Et puis il avait son tableau. Ouais. C'est extraordinaire d'avoir comme ça eu envie de refaire ce que votre grand-père a fait. Oui, puisque je l'ai fait avec lui. C'est comme je vous disais ce matin. C'est pas pour me vanter, mais je me dis, quiconque de refaire ces gestes-là, parce qu'il le faisait naturellement et il avait son petit-fils avec lui qui le regardait faire et qui peut le faire aujourd'hui. Une roue, un pneu de voiture, hein, avec l'axe, puis une deuxième roue et ça entraînait une dynamo de 110 qui en 79 est passé 220, 1000 watts, 220 volts,
Et je crois qu'il y a eu l'inondation qui l'avait abîmé. Et depuis, il n'y a plus d'électricité à partir de l'eau. La dernière fois qu'on a eu une crue, ça faisait à peu près 10 mètres de haut hors le lit de la rivière. Donc ça a fait beaucoup de dégâts. Bon, quoique ici, c'est compte tenu du fait que mon grand-père avait installé le moulin un peu en parallèle avec la rivière, donc ça ne gênait pas le lit de la rivière. Donc son moulin n'est pas le lit de la rivière, puisque le lit de la rivière n'a pas été modifié. C'est pour ça qu'il n'a pas de dégâts. S'il avait fait son moulin dans le lit de la rivière, c'est sûr que ce serait emporté. Du barrage à la fin de son fonctionnement, il n'a jamais gaspillé l'eau ni diminué sur l'eau de la rivière. Donc ça ne demandait pas systématiquement une autorisation parce qu'il ne modifiait en rien le cours de la rivière ni le lit de la rivière. Cette rivière s'appelle la rivière Petite-Tézade. C'est une rivière du Gros Monde qui traverse, qui passe à côté de l'usine dans le temps qu'on appelait la Thibault, l'usine Thibault, des frères Courville. Courville qui était un ancien maire du Gros Monde aussi. Pas facile d'avoir des écovisses. Avant, vous avez des centaines d'écovisses à peine touchées. Mais avec la pollution, vous voyez que nous sommes un peu limités dans la pêche d'écovisses, ou bien c'est peut-être pas la lune. Hein, parce qu'il y a une affaire de lune aussi. Quand vous avez la lune croissante, montante, vous avez les écovisses, mais quand vous avez la lune croissante, descendante, les écovisses se cachent, restent sous les pierres et c'est pas facile à les prendre. Henri-Marie Calix, c'était un génie, mort en 92. Donc, qui dit mort en 92, il était actif en 92, il avait 87 ans. Il a eu une chute un mois avant le avril 92, où il a eu un mois d'hôpital. Donc, en avril 92, un mois avant, ça tournait plein pot. C'est-à-dire, on faisait du jus de canne, du sirop de canne, de la farine de manioc, de la farine de coco, du toloman. Il faisait ses tabourets. Il faisait toujours des écovisses, puisqu'il avait des bacs d'écovisses qu'il prenait toujours dans cette rivière et qu'il transférait et qu'il nourrissait. Il avait aussi ses tours à bois, où il faisait des balcons pour des gens, des balcons de maison en bois. Il faisait des lits. Enfin, il faisait tout fonctionnait en 92, un mois avant avril 92. Alors pour l'anecdote, ça fait exactement 70 ans qu'il a décidé de capter la rivière. Mais le vendredi saint, d'une certaine année, donc il y a 70 ans, il a dévié la rivière. Et c'est de là qu'il a eu beaucoup d'écovisses, beaucoup d'habitants. Ça s'appelle, les habitants, c'est presque comme les langoustes de mer, de la grosseur des langoustes de mer à peu près. C'est des langoustes de rivière, par exemple. On peut appeler ça comme ça. Donc il avait pris beaucoup, des poissons et tout. Bon, les rivières n'étaient pas polluées. Et de là, il a fait tourner sa première roue un vendredi saint de 92, il y a 70 ans, aujourd'hui, par exemple. Et coïncidence, il est mort un vendredi saint et il a été enterré un dimanche de Pâques, 92. Et il avait toujours dit qu'avec lui, il y aurait eu deux cercueils. Un cercueil pour lui et l'autre cercueil pour son moulin. Je ne dis pas que c'est une réalité, mais il me semble que c'est une réalité parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Ce que je veux dire de mon grand-père, c'est qu'il m'a appris le travail et l'amour du travail. Malgré mon état de santé fragile, j'ai la force de travailler. Alors, j'ai toujours dit, et je le maintiens, le travail, c'est la liberté. Ça rend l'homme libre, maître des choses et maître de lui-même. Et il avait ajouté quelque chose, il avait toujours le temps parce qu'il se réveillait avant le soleil. Il disait ceci, celui qui se réveille avant le soleil est maître de ce qu'il va faire dans la journée. Et il disait qu'il n'était pas maître du temps, mais il était maître de son temps. Il faisait ce qu'il voulait avec son temps, mais de bonnes choses, du travail, et il était un homme libre. Voilà, et moi je suis libre.